Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. On va faire un petit point rapide aujourd'hui, petite routine rapide avant de rentrer en week-end. Rien de spécial niveau fondamental, pas de cassure niveau technique ni quoi que ce soit. On est simplement dans vraiment les scénarios qu'on avait évoqués il y a 2 jours, en tout cas en intraday. C'est plutôt limpide de ce côté-là et on tient pour le moment une bonne trend. C'est ce qu'on va voir en vidéo. On y va pour l'intro. Alors BTC, 4 heures, on avait dit que il y avait quand même des bonnes chances que BTC nous donne un range, c'est vraiment ce qu'on a eu derrière. On avait dû faire la vidéo, je pense, par ici. On avait vu que le scénario privilégié, c'était, on était dans ces eaux-là, remonter sur les zones des 104 500, si je me trompe pas. C'est ce qu'on a eu pour ensuite, finalement, venir chercher le point bas. Je sais plus, non, c'était ici, excusez-moi, 104 000. On a fait 104 330 à peu près, hein, légèrement en dessous. Finalement, on arrive ici, on a en même temps la conjonction d'un niveau horizontal et de la trend du moment. Donc c'est plutôt propre pour retourner au de range dorénavant. Pour le moment, étant donné qu'on est en week-end et qu'on rentre en week-end, je vois pas beaucoup plus de chances de faire autre chose que de continuer à latéraliser entre ces deux bornes. Hein. Donc je dirais 104 600 vers 102 200, c'est un joli range, 2000 dollars d'amplitude. Moi personnellement, je trouve que c'est des choses qui intraday peuvent se prendre. Attention, il y a forcément un moment où on ira bien sûr chercher cette boîte de liquidité qui est au-dessus, ou celle-là, ou les deux. Hein. Le plus semblable, pardon, pour moi, ça correspond même à éventuellement venir prendre les deux, ce qui voudrait dire éventuellement petite touchette à 98 et ensuite on repart vers le haut. Si on ne prend pas les deux, bon globalement ça nous laisse de la liquidité sur la route et de la liquidité on en a un petit peu. Légèrement en dessous ici et ici. Personnellement, je vois pas le prix perdre 98. Hein, j'en ai déjà pas mal parlé en vidéo. C'est-à-dire aller en dessous de ça. Donc on laisserait gagner la liquidité qui est ici et celle qui est en dessous. Je trouve que le fondamental est très bon. La zone est très bonne pour finalement tenir le momentum du moment. Hein. Même si on fait une petite déviation ici, vous comprendrez que j'aimerais bien qu'on liquide finalement un petit peu cette liquidité qui se trouve autour des 98, 100 000. Mais si on le fait pas et qu'on tient la traîne, bon bah pour moi, à ce stade, c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui crie à la correction non plus. J'ai ça qui est assez impulsif et ça qui est assez correctif. On peut éventuellement continuer sur la même impulsion que celle-ci, par exemple. Pourquoi pas. Voilà pour le 4 heures rapidement, on reviendra sur en fin de vidéo les plus petites UT. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like. Prenez ce temps, tout le contenu est gratuit chez moi, hein. Il n'y a aucune formation, je ne vends absolument rien. J'ai toujours considéré que quelqu'un qui vit de son trading n'a pas besoin de vendre des formations. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de louche à essayer de vous vendre quoi que ce soit, et en l'occurrence, vous avez quand même les liens d'affiliation en bas de la vidéo, en description de la vidéo, et tous ces liens d'affiliation là sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, je le répète. Donc du coup, allez-y, n'hésitez pas, c'est toujours gratifiant de voir que, au travers de ces vidéos, que de toute façon, j'aurais fait, si vous voulez, cette routine-là, mais là, bon, ben, on la partage, ça prend quand même un certain temps, ça demande certains efforts, c'est-à-dire l'upload, toutes ces choses-là, etc. Et je l'aurais fait bien plus rapidement, cette routine, que si, là, je vous l'explique en vidéo comme je le fais. Donc, du coup, n'hésitez pas à bien sûr utiliser tous les liens d'affiliation, etc. Ben, pour tout simplement louer, on va dire, l'initiative. On a parlé de BTC, on va directement ripper sur Ether contre Bitcoin, qui est en poussée hein, également. Attention parce que on commence à avoir une montée un petit peu larvée, vous le voyez ici. Même commencer à réfléchir à des points ici. Voilà, ça ralentit un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça pousse. Alors, à quel moment ça veut pousser? Bah, typiquement, quand vous avez ce genre de petite réaction qui est pas dégueulasse, hein, ce genre de petite correction ici à la baisse, contient effectivement un momentum, mais là, on veut que ça accélère. C'est-à-dire que dorénavant, vous comprenez ici qu'on a eu une accélération dans cette zone-là. Ici, on préférait même que ça corrige un peu plus sharp et que ça continue à pousser, plutôt que ça diminue au niveau momentum. Hein. Vous voyez ici que, typiquement, si j'ai une accumulation qui est comme ça, ensuite une suivante qui est comme ça, ensuite une suivante qui est comme ça. Vous comprenez que c'est une structure en round top, hein, en top arrondi qui est en train de se former. À partir du moment, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on utilise les trends. Si vous perdez du momentum sur la trend, c'est jamais une très bonne nouvelle. Donc ce qu'on veut, c'est qu'à la cassure, et on a cassé ça, et c'est plutôt une bonne chose, et on a tenu la petite trend intermédiaire ici, c'est surtout pas perdre cette trend de là, je dirais, parce que d'une certaine manière, ça nous emmène assez facilement sur 0,22.
pas vraiment ce qu'on veut sur Ethereum, on veut que ça soit assez sharp, assez rapide, et on veut que Ether remonte à minima dans la zone des 0,28 à 0,30, et là on pourra éventuellement réfléchir à un EG. Mais attention, ça larve un petit peu, c'est ça que je veux dire. Je préfère avoir quelque chose qui corrige dans une descente et qui vient chercher ses longues, hein, puisque c'est tradé, hein, la paire Ether BTC, vous avez des trades dessus, que d'avoir quelque chose qui avait un bon momentum et qui d'un coup commence à larver un petit peu, voilà. Donc attention à ça, néanmoins, bon, Ether qui s'en sort pas trop mal. Contre le dollar. La structure est très similaire hein, d'Ether BTC avec Ether contre le dollar. Je rappelle qu'ici, on a des points pivots à venir chercher, nous, sur la zone des 3000 à 3003, et que pour le moment, attention, ça larve, mais on perd pas le momentum, hein, c'est un peu la même chose. On revient retester ici ce petit flag, voilà, on espère simplement que ce mouvement impulsif-là va se reproduire finalement en sortie de correction. Pour le moment, c'est pas le cas. On va voir si c'est du coup, enfin c'est une des choses qu'on va regarder dans la vidéo, si c'est très chargé. Vous comprenez ici que petit à petit, quand vous montez comme ça de manière un petit peu larvée, un petit peu molle, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez le temps à des longues de rentrer à chacun des dips en fait. Et donc quand vous perdez la traîne, il y a quand même des bonnes chances de revenir en bas au moins du début de la correction. D'accord? Il y a des choses à retester en bas sur Ethereum, il n'y a aucun problème avec ça. Moi j'aimerais bien que ça soit rapide, que ça aille rapidement toucher mes targets, mais par rapport à ça, j'ai un biais puisque j'ai quand même un trade assez conséquent en cours depuis 1500 $ sur Ethereum. Avec on va dire un TP conséquent à 3000, un TP qui vraiment, la position est déjà dérisquée, mais qui serait vraiment voilà, le TP maximum de cette position-là. Donc bien évidemment, j'ai envie de le voir, performer et faire ça rapidement. La stablecoin dominance, on ne l'a pas faite depuis un petit moment. Ce qu'on veut voir sur la stablecoin dominance, d'une manière générale, c'est que on est trouvé ici zone de refus, là-dedans, d'accord ? Et que la stablecoin dominance sur ce 4 heures se manifeste à la baisse. On avait eu ici cet élargissement en descente, on est à peu près venu chercher la target qui était le haut de la figure. Attention, on avait une target légèrement plus haute, hein, pour les puristes, un élargissement en descente, la target est plus haute. Maintenant, moi je trouve que c'est propre au sens où si on devait se dire qu'on a retesté ça, l'ancienne accumulation ici qui était là. Sous-entendu, ici j'ai une poussée, là j'ai ma correction en bear flag, je pousse en dessous, je reviens retester mon flag, et vous comprenez ici que c'est ça qui est dangereux avec les retests, c'est qu'on est venu chercher quasiment la racine du flag, enfin le point le plus haut de la correction haussière ici, donc c'est intéressant. Et derrière, maintenant, je veux que ça tienne le momentum vers le bas, un peu à l'inverse de Bitcoin. Et on regarde un petit peu ici la market cap totale en inversé, en tout cas, on regarde cette idée que la crypto dorénavant soit en train de passer risk off, et vous comprenez que ce qu'on regarde en regardant les stablecoins, c'est qu'est-ce qu'on a de plus risk-on dans la crypto, risk-off, pardon, que la crypto soit en train de passer risk-on, excusez-moi, et qu'est-ce qu'on a de plus risk-off dans la crypto, c'est les stablecoins, ensuite vous avez Bitcoin, ensuite vous avez Ether, donc en ce moment on est en train de faire cette espèce de pivot potentiel, encore une fois, on n'a pas vraiment la confirmation que BTC est en train de rotate vers ETH, mais on voit quand même que sa dominance est en train de diminuer, pour aller finalement un peu plus risk-on sur ETH, et ensuite on s'attendrait éventuellement à un mouvement vers des caps moins importantes, à savoir Solana et compagnie, pour finir sur les petites caps, et ensuite recommencer le cercle pour repasser finalement tout un cycle entier de passage au risk-on. Cycle entier de passage au risk-on qui se fera uniquement si on a vraiment de l'argent gratuit, c'est-à-dire un printer, une impression d'argent qui se remet, hein, la machine à billets qui se remet à retourner. 63% sur la dominance Bitcoin. On a perdu la trend ici, vous comprenez qu'on avait une trend en daily qui était comme ceci, et c'est très propre de l'avoir perdu. Maintenant, vous comprenez que en soi, la trend weekly n'est absolument pas remise en cause ici, et on pourra dire que la BTC dominance est en train de topper, en tout cas pour moi, que quand on aura perdu ce bas-là, et vous comprenez qu'on va pas attendre les 55% avant de choisir un camp ou un autre, ce serait un petit peu comme frapper un home run et ne pas aller courir sur les bases, hein. Ça serait dommage de ne pas le faire, donc en soi, voilà. Personnellement, moi, mon portefeuille est prêt si jamais on avait une all season. Je ne suis pas investi à 100%, mais je suis satisfait de ce que j'ai en termes de portefeuille à ce stade-là. Et donc voilà, hein, le fait que le gâteau, si jamais le gâteau venait à repasser, que Bitcoin venait à sous-performer un petit peu toutes les altcoins, ça serait bien sûr, ici vous le comprenez, pour moi en tout cas, hein, ce que je joue, hein, c'est un retour ici à la maison, c'est-à-dire un retest de cette trend là, voilà, dans ces eaux là, autour de 2026, je dirais même à partir de maintenant que ça pourrait être plus sharp.
dans ces eaux-là, peut-être pourquoi pas réenfoncer la trend ici, ou alors ensuite faire du ski. Avoir un mouvement assez sharp dans un premier temps, et ensuite faire du ski jusqu'à la maison. Pour moi, la maison, vraiment, elle se trouve autour des 48%. Si en plus on enfonçait les 48%, là, vous comprenez que ça serait une sorte de super cycle pour les altes. Je dis pourquoi pas, mais je joue plutôt, moi, finalement, une continuation de ce qu'il est en train de se faire là-dedans, avec ce côté larvé qui a été perdu. Donc, pour moi, la maison, c'est pour ça qu'elle est autour des 47%. Donc, jouer ce plus bas-là. Derrière, celui qui veut jouer une sorte de range, hein, ici entre 37 et finalement 73% sur Bitcoin. Pourquoi pas, bien à lui, si c'est son scénario, vraiment, je le respecte parce qu'il n'y a aucun problème avec ça. Le fondamental, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le compte X de la chaîne. Petit hack hier, enfin pas vraiment petit hack, mais plutôt demande de rançon suite à une fuite de données sur Coinbase. Aucune des clés visiblement n'ont fuité, c'est plutôt visiblement des informations sur les utilisateurs. Et ici on a des ravisseurs qui ont dit à Coinbase, écoute, tu vas nous filer 20 millions et puis on va te rendre ta base de données, on ne va pas la fuiter bien sûr. Ce que Coinbase a refusé. Donc du coup, vous allez peut-être avoir des données qui vont leaker. Ça pose une question intéressante qui rejoint un petit peu ce tweet que j'avais fait vis-à-vis de Paymium. Vous savez que Paymium, il y a eu un enlèvement hein, d'un des créateurs de Paymium, qui est une plateforme crypto française. Et en l'occurrence, ça donne ce problème des bases de données. Hein, moi, je suis OK hein, de me mettre en adéquation avec, bien évidemment, les lois et les us et coutumes et les lois et la fiscalité du pays dans lequel je vis. Maintenant, le problème que ça peut poser, c'est qu'effectivement, si une de ces fuites de données venait à fuiter, et si vous avez les adresses en face, hein, je rappelle que Bitcoin est une chaîne qui est pseudonyme, c'est-à-dire que si j'ai ton adresse publique, mais également ton nom, hein, si j'arrive à faire le lien entre ton nom et ton adresse publique, je sais tout simplement avec qui tu interagis. Je sais avec qui. Donc il y a tout un cas d'usage au niveau de la privacy qui a été enlevé hein, avec Tornado Cash, qui certes pouvait éventuellement servir bien sûr à blanchir de l'argent, hein, et c'est le principe aussi de la privacy, hein, bien sûr, mais qui également, bien sûr, eh bien, avait un vrai cas d'usage. Hein. Et on a parlé de Monero il y a pas très longtemps, avec on aime ou on n'aime pas la privacy, je veux dire, en termes de prochaine narration, je trouve que c'est quand même des choses qui ont de l'usage. Hier, on a eu une petite intervention de Powell, c'était dans une conférence, et il a dit que ça serait approprié, selon lui, de reconsidérer l'inflation targeting, c'est-à-dire les 2%. Est-ce que c'est un appel pour dire, regardez les gars, on va pivoter avant les 2%? Personnellement, j'ai toujours estimé qu'on allait pivoter avant les 2%, c'est-à-dire qu'on allait pivoter en juin, parce que là on est à 2,3. Je pense qu'on va pivoter, maintenant le marché ne pense pas nécessairement comme moi. Et du coup, il faut faire un petit peu comme pense le marché. Hein. On peut être contre à rien, moi j'ai aucun problème à le faire, mais maintenant, voilà, il faut, vous voyez ici qu'on a 95% du marché qui pense que Powell va rester à 4,25, 4,50% et qu'il ne pivotera pas. Personnellement, je joue plutôt cette idée qu'il y aura un pivot en juin. Maintenant, je peux me tromper. Powell a la pression par rapport à pas mal de choses. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, donc je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais vous avez des tas de choses, notamment des potentielles récessions, bien sûr Trump qui lui met la pression bien évidemment, et puis voilà, des tas d'autres choses. Des chiffres à la production, donc les PPI, qui sont plutôt dans les clous par rapport aux estimations, et qui sont plutôt moins, en months over months, par contre, on a une grosse diminution. On estimait, le consensus était à 0,2, et on a eu moins 0,5 avec un précédent à moins 0,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai des prix à la production qui tombent, j'aurai des prix à la consommation qui vont tomber derrière également, parce que ces choses-là qui sont produites aujourd'hui vont se retrouver sur les étalages demain. Et bien sûr ici, je le rappelle, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas à utiliser tous les liens d'affiliation de la chaîne. Des relations avec l'Arabie Saoudite qui sont extrêmement détendues en ce moment du côté de Trump. Trump qui est très orange, hein. Je ne sais pas s'ils ont fait un traitement là, mais vous voyez qu'il y a une ligne, il y a comme une ligne. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est le Wall Street Journal, parce qu'ils ne sont pas forcément ultra fans de Trump, mais en tout cas là il est de plus en plus orange cet homme-là, hein. Il faudra peut-être lui dire. Galaxy Digital qui fait son entrée au Nasdaq, bravo à eux. Gros fonds d'investissement crypto, c'est Mike Novogratz hein, qui est ici pas grand chose sur CoinTribune.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi je n'avais pas Cointribune dans la routine avant, je sais pas pourquoi il s'est retrouvé. World Liberty Foundation, ici les démocrates qui disent qu'il y a bien sûr des délits d'initiés du côté de Trump, etc. Mais on va passer là-dessus rapidement. Attention à la mi-mandat hein, sur Trump. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, enfin, c'est pas que je suis pro-Trump ou quoi que ce soit, mais c'est que il a quand même été plutôt bénéfique à la narration crypto jusque-là. Donc, il faut bien sûr voir midi à sa porte ici. Et si à la mi-mandat il perdait la Chambre des représentants, alors il a toujours la Cour suprême, je crois, avec lui, donc pas forcément d'impeachment, mais les démocrates pourraient dire des tentatives d'impeachment, pourquoi pas, et pourquoi pas également une partie de son camp qui pourrait lui tourner le dos. Notamment le plafond de la dette aussi, je serais relativement attentif à mi-mandat, je pense que ça serait pas mal que si Trump gardait la Chambre sur la totalité de ce mandat-là, en tout cas si on veut avancer sur la crypto. Trump qui dit que les États-Unis vont aussi travailler sur les tarifs sur les autres nations. Donc on saura ici à quelle sauce le vin français va être mangé, hein, notamment. Sur les prochaines semaines, visiblement, les analystes disent qu'il va probablement rester à 30% sur la Chine. À voir, personnellement, je pense qu'il ira même en dessous et je pense que ça ne sera pas non plus extrêmement grave du reste sur le reste, hein, sur notamment les biens français et européens. Maintenant, je peux me tromper. Pour moi, c'est vraiment un truc de polichinelle qu'on est en train de mettre en avant, ces tarifs. Mais voilà, j'ai toujours dit que c'était pas la grosse narration qui va nous mettre dans le dur, dans l'horrible. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Choppy Friday, donc pas mal visiblement de volatilité aujourd'hui. J'ai pas regardé les marchés traditionnels plus que ça, mais voilà. Pas grand chose sur le calendrier économique de la semaine prochaine. Beaucoup de gouverneurs fédéraux, beaucoup de gouverneurs de banques fédérales qui vont parler. Il y aura un discours de Powell, Commencement Address, ce sera dimanche prochain. Mais sinon, rien au niveau data qui soit le PMI, mais c'est pas des choses que je regarde énormément. Moi, en tout cas, de mon côté, perso, les liquidations sur les dernières 24 heures, nous sommes à 245 millions. C'est pas grand-chose, c'est une journée plutôt faible. On a liquidé plutôt du long que du short. Je dirais que l'action de prix a été plutôt baissière. Ether qui est devant BTC une nouvelle fois, hein, beaucoup d'open interest sur Ethereum. Donc attention à ça, si on se charge en long, ça veut dire, vous voyez que Ether corrige quasi autant de long que de short Bitcoin, moitié-moitié également. Hein. Donc on a eu un prix qui a quand même latéralisé, mais une map qui dans l'ensemble reste plutôt verte, donc on a plutôt liquidé du long. On passe sur Trading Light, on passe sur Base Money, on fait pas le cote, et on va faire juste les marchés en levier grâce au funding. Beaucoup d'open interest, vous le voyez, ça c'est suffisamment intéressant pour le noter. Beaucoup d'open interest, ici ça part en flèche, ça part principalement sur du long, donc on va prendre ce point-là, on va le décaler ici. D'accord. Il n'y a pas de divergence néanmoins, vous voyez que le prix monte, etc. Mais comme on voit l'open interest partir en flèche, quand même, on se dit que peut-être voilà. Derrière, j'ai un prix qui descend, un funding qui descend jusque-là, c'est normal. Ensuite, j'ai un prix qui descend avec un funding qui monte, donc je suis aussi très légèrement longué sur ce côté-là. D'ailleurs, je sais pas bien, je mets des droites, mais il faut mettre des rayons. Pourquoi ça? Parce que on peut très bien ne pas venir chercher ces points et on sera content de les avoir dans le futur. Hop là, hop là. Hop là, hop là. Si vous avez, si vous comprenez rien à tout ça, n'hésitez pas, il y a des tutos en fin de vidéo, tutos sur à peu près tout ce que j'évoque sur la chaîne. Ici, j'ai un prix qui monte, funding qui descend, donc c'est l'inverse, j'ai été shorté, bon, pour moi, on est en train de le squeezer là, donc pas de souci. Vous voyez qu'il reste encore quelque chose à prendre au-dessus de 106 000 $ dorénavant. Attention, on se charge un petit peu en longue. J'aime bien cette idée que le prix semble ne pas vouloir perdre. C'est pour ça que cette montée en open interest ici me plaît plutôt bien. Pas vouloir perdre l'ancienne borne, comme s'il y avait un peu une inversion de polarité ici, et que désormais le marché était prêt à accepter plus de 23 milliards d'open interest. À chaque fois qu'un marché mûrit, il y a plus d'acteurs, donc il y a plus d'open interest, il y a plus d'intérêt ouvert. Ça, c'est le nombre de contrats ouverts hein, sur les dérivés. C'est pas une mauvaise chose en soi, il faut pas le voir nécessairement comme quelque chose de mauvais. Il faut juste qu'il y ait suffisamment d'acteurs pour les absorber, c'est-à-dire que je vous prends un exemple, si on est, s'il y a je sais pas combien de retail qui sont en train de long, par exemple BTC, et que il faut arbitrer par exemple ce qui se passe sur les futurs, à la fois sur Coinbase et sur, admettons, alors les futurs Coinbase c'est pas, on va dire Bybit et Binance. Il va falloir qu'il y ait suffisamment d'acteurs pour pouvoir market maker l'histoire. C'est-à-dire que si par exemple là ici on est sur le prix sur Binance, vous avez sur Binance très peu d'acheteurs dans cette zone-là, hein, admettons, et que les markets, donc là si vous avez très peu d'acheteurs sur
Binance et beaucoup sur Bybit, admettons. Sur Bybit, le prix va s'arrêter de descendre et vous allez avoir une augmentation du spread entre les deux. Et là, c'est là qu'interviennent les market makers, donc les acteurs sur l'open interest, pour finalement décrocher le téléphone, sous-entendu prendre l'ordre inverse, pour finalement stopper le prix sur Binance comme sur Bybit. Donc vous avez des gens qui interviennent sur Binance, donc c'est le travail, qui vont market maker, qui vont faire les prix et qui vont faire que ces spreads ne sont pas trop importants. Ils pourraient potentiellement venir vendre à l'inverse sur Bybit pour faire tomber le prix, ça reviendrait à la même chose, ou ils pourraient venir acheter sur Binance, ils pourraient faire les deux. Mais cela dit, en tout cas ils sont payés pour ça, pour que les spreads soient au minimum. Et malheureusement, au bout d'un moment, admettons qu'on est dans une tendance extrêmement baissière, à force de décrocher le téléphone, ils se retrouvent bien sûr nécessairement assis sur des pertes colossales, ce jusqu'à ce que le prix se retourne. Donc du coup, ils vont ronger leur chapeau pendant un certain temps, mais à un moment donné, ils vont bien sûr faire un max d'oseille dans l'autre sens, puisqu'ils auront accumulé tous les contrats dans ce sens-là, et c'est extrêmement bénéfique. Donc les exchanges leur donnent des lignes de crédit qui sont quasi infinies, en tout cas. Voilà, mais il y a un moment où ces lignes de crédit ne peuvent pas non plus être infinies. On va dire que sur l'exchange, il y a un certain montant que les exchanges sont prêts à absorber et donc à fournir au market maker, comme si on vous disait tu as une ardoise au bar, tu as carte blanche, mais que derrière, finalement, vous faites quasiment couler le bar. Le bar ne va pas prendre ce risque-là, et donc au bout d'un moment, il va vous foutre dehors. Et là, l'idée sur ces market makers-là, c'est qu'il y a un moment donné où le marché est en fait finalement un peu obligé de déleverager, d'accord, et où donc tout le monde peut par exemple utiliser ses bitcoins qu'il a pour vendre au spot, pour vraiment aller chercher, redéleverager, manipuler un petit peu le prix. Mais tout cela, je le rappelle, est très sain et il y a besoin des market makers. Et même en crypto, on n'est pas extrêmement bien market maker ça serait extrêmement sain qu'on le soit beaucoup mieux. Donc je me réjouis à chaque fois que je vois qu'on passe des caps au niveau de l'open interest. Donc j'espère qu'on va tenir celui-ci et qu'on va pas ici refuser. Quand vous comprenez, ici on a refusé une fois qu'on était en haut, à peu près à 24. Si là on va à 24 et qu'on refuse, bon, c'est un nouveau range à nouveau, mais il faut surtout pas perdre 23, voilà. Vous avez un peu mon avis sur cette histoire-là, et vous avez en plus une petite, pour ceux qui ne connaissaient pas les mécanismes de marché de ce côté-là, une petite explication de ce côté-là également. Sur ce qui concerne nos amis de iBlock Capital, eh bien, 100 est la boîte du dessous et on commence à charger assez fortement la boîte entre 104 et 110 finalement. Personnellement, j'ai toujours tablé sur 111 sur ce mouvement-là, c'est-à-dire court terme. Pour le moment, on n'y est pas, mais si on veut bien short squeezer un petit peu cette histoire, sous-entendu, là on serait dans un scénario où, je vais reprendre la boîte ici, voilà, où on vient d'abord, avant d'aller chercher la boîte de liquidité en dessous du range, chercher celle qui est au-dessus, d'accord, 111, prenez ici. Là, ici c'était 107, maintenant cette boîte-là est en train de pousser jusqu'à 110, d'accord, d'autant plus qu'on avait déjà un peu de liquidité précédemment, d'accord. Donc, ce qui s'était installé le 27 janvier 2025, il y a de ça, il y a 5 ou 6 mois. Ça, c'est des traders de position qu'on peut avoir envie de venir chercher. Donc, du coup, ici, sur la 7 jours, on ne la voit pas. Donc, j'ai deux box de liquidité qui se superposent. Ça peut être intéressant d'y aller. Est-ce qu'on retape 100 ce week-end avant? Parce que les week-ends, souvent, il y a des petits mouvements de liquidité, mais donc on latéralise, mais en même temps, on vient chercher un petit peu de liquidité, parce qu'il n'y a pas les acteurs de la semaine, il n'y a pas les gros, si vous voulez, ceux qui trade toute la semaine qui sont là. Donc on en profite pour faire ces mouvements-là. Derrière, quelle est la teneur et la capacité de cette borne autour des 100-110? Vous voyez que au travers de cette petite latéralisation qu'on est en train de faire en ce moment, on donne de plus en plus l'opportunité d'aller à 110-111, les niveaux que moi je cherche, sur ce petit mouvement. Encore une fois, on est pour l'instant positionné court terme dans des trades qui veulent aller chercher 110-111. Je vous repasse pas les trades, je vous remets pas les trades, je les fais en début de semaine. Mais on a des trades qui sont en plus 1000%, etc., sur lesquels on veut quand même prendre le gros TP sur la prise de liquidité au-delà de la TH, vous l'aurez compris. Si ça passe pas, c'est pas grave, ces trades sont dérisqués. Si ça passe, c'est vraiment cool, ça fera un très beau milieu d'année en ce qui me concerne. Et on m'a posé la question, je dis nous, mais en fait c'est juste moi et mes amis imaginaires dans ma tête, il n'y a pas d'équipe, je suis tout seul. Donc voilà un peu l'idée.
je serais pas non plus extrêmement étonné qu'on ait besoin d'aller ressourcer à 98 pour ensuite taper 111. Et là, si on y va, j'aurais tendance à dire que j'ai plutôt un biais haussier en ce moment, donc j'ai plutôt envie de jouer, enfin j'ai plutôt tendance à jouer du long. Mais si on y va, vous voyez qu'il y a des tas de choses qui vous disent quand même volume profile, la petite vallée qui est ici qui pourrait avoir envie de protéger le prix, un point pivot qu'on pourrait rechercher dans ces zones-là. Je trouve que voilà, toute cette zone-là est un petit peu intéressante. Attention parce qu'il y a de la liquidité encore en dessous, mais je vois vraiment pas le prix perdre. Pour moi, enfin en tout cas c'est mon scénario, perdre ce côté-là. Donc je vois plutôt venir prendre cette boîte de liquidité là et puis ressourcer, enfin repartir à partir des 98 ou légèrement en dessous à l'attaque de cette vallée. Donc si on prend la liquidité en haut, tant mieux, on a déjà les trades qui sont ouverts pour y aller. Si on prend la liquidité en bas, il y aura peut-être une petite entrée supplémentaire à caler sur une paire par exemple USDC, tranquille, petit trade qui a plutôt vocation, je dirais même, à faire finalement 2,98 à dans un premier temps 104 pour finalement finir à 111, d'accord, pas forcément de gros runners là-dessus, plutôt un trade court terme, d'accord. Voyons voir, déjà, ça serait certes un petit peu inquiétant de perdre la traîne, mais je trouve que vraiment ici tout ça devrait théoriquement se transformer désormais en support. Si on le perd, derrière c'est 93. Si on perd 93, c'est le retest de la grosse vallée qui est ici, à savoir 88. Rien n'est impossible, bien sûr. Et derrière, si on perd 88, c'est 82. D'accord? Tout cela est toujours actif, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà les amis, je vous ai donné un petit peu mon avis, je vous ai donné des targets. Les targets court terme, on en a reparlé, on les avait déjà évoqués bien sûr au moment d'ouvrir ce trade. Je pense qu'on a fait le tour, voilà, c'était une petite routine encore une fois avant le week-end. Il y aura sûrement une vidéo demain quand même, surtout s'il y a un sujet duquel on pourrait avoir envie de parler. Sur Ether, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Voilà, Ether, il est au contact d'une boîte de liquidité en haut. Et s'il devait vraiment faire une belle correction, ça serait sous 2005, 2004, il y a quelque chose. Mais vous voyez que c'est pareil, il est en train de construire une jolie box de liquidité au-dessus. Et là, pour le coup, nous, on vise 3000. Sachant que bon... on les voit très bien sur la map ici, les 3000. Ça manque juste un tout petit peu de liquidité intermédiaire pour le coup, pour le moment, de 2008 à de 2777 à 2865. Vous voyez qu'il y a un petit manque ici. Donc voilà, on espère qu'il va arrêter de larver sa montée, qu'il va réaccélérer niveau momentum, qu'il va venir chercher la liquidité et tous les traders de position qui étaient en position là pour le coup également depuis également janvier 2025. Et d'une certaine manière, vous comprenez que je vous ai montré tout à l'heure les niveaux de janvier 2025 sur BTC, surtout en termes de niveau. Vous voyez que en fait, Ether n'a fait que rattraper un peu encore plus de retard. On avait vraiment une belle parabole sur Ether contre BTC vers le bas. Et là, il est juste peut-être en retracement aussi. Donc attention à ça, ne pas non plus mettre la maison sur le fait que Ethereum retourne à 6000 $, même si c'est possible. Et il faut de toute façon, je pense, avoir des choses ouvertes dans ce scénario-là en partie. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la coin, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, pour ceux qui sont un peu dans la musique, qui aiment bien la musique, quel est pour vous le meilleur batteur de tous les temps? Voilà, votre batteur préféré, j'aurais tendance à dire probablement Bonham, le batteur de Led Zeppelin, qui est quand même une référence dans tout ce qu'il a apporté. Voilà, après on a Ringo Starr qui avait un jeu un peu bizarre, mais qui a apporté pas mal de choses aussi. Voilà, dans les grands, bien sûr. Voilà, j'aurais dit John Bonham personnellement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.